vous avez parlé des standards, en fait. Je vous pose la question de qu'est-ce que vous en pensez. Standards, parce qu'en fait, il y a eu un télescopage entre les standards inventés par ces deux designers et l'idée de standard et de standardisation. J'aimerais bien que vous développiez un petit peu pour les étudiants. D'accord, ok. Alors, donc, la question du standard, évidemment, on l'évoque dans, on va dire, le domaine de l'histoire du design comme le moment, justement, de l'émergence de cette discipline où on va produire en série et où on se donne en quelque sorte les moyens, en utilisant la mécanisation, de pouvoir effectivement créer des objets en série, créer des standards, donc des pièces qui vont être reproductibles à très grande échelle. Et par contre, dans le cas de ce que j'ai pu expliquer par rapport à la pratique de Redoux, les standards, ce sont des éléments types, en quelque sorte, qui vont servir d'éléments de raccord dans l'assemblage des pièces et qui vont du coup permettre de pouvoir jouer de ce réemploi des différents composants donc associés à ces éléments de type standard. Voilà. J'espère que c'est clair. Excusez-moi, le plombier qui vient réparer quelque chose, il utilise des éléments standards, et ça depuis, je ne sais pas combien de temps. Oui, bien sûr. Où est l'enjeu, enfin l'aspect novateur de l'enjeu là? L'aspect novateur de l'enjeu, c'est plus, en quelque sorte, le fait d'impliquer l'usager dans ce processus et de lui permettre, en quelque sorte, de se confronter à la fabrication de l'objet. Voilà, en interrogeant, effectivement, ces nouvelles pratiques. Moi, je pense que, par rapport à ça, je pense que, en vous écoutant, j'ai pensé à cet usager en question, en particulier à, moi je connaissais le Redoux Bicycle. Oui. Et quelque part, je pense que l'usager dans ce cas de figure, c'est-à-dire c'est pas une figure abstraite encore une fois, c'est quelqu'un qui, parce que avoir un cadre en vélo en bois massif, on voit déjà le gars avec son opinel en train de tailler pour que ça rentre dans la pièce standard. Et on voit bien que c'est un enjeu. On imagine tout de suite le scénario avec les copains, les essais, bref. Les accidents. Les accidents, oui, bien sûr. Mais en fait, je ne sais pas, je vais pas répondre à ça. Je ne suis plus de sympathie en vous écoutant pour l'usager. Qui est en fait pas du tout. Non, mais si vous voulez, je ne peux pas m'empêcher de reconnecter ça aux certaines prestations de ce matin. En particulier, on a parfois l'impression qu'on attend le designer de remodeler la totalité de la société. Or, ça, c'est pas du tout son job, quoi. Je pense que, au mieux, il essaie de tisser des liens sociaux et le lien social, il y a beaucoup de liens sociaux différents, enfin bon, il n'y en a pas tant que ça, mais en tout cas, ils sont divers. Et je crois que je pense que les liens de proximité, loin, de communauté. On a parlé aussi ce matin, il fallait une communauté élective pour arriver à pouvoir faire un jardin partagé ou tous les exemples que nous a montré François Gély. Donc, je crois aussi que l'usager dont vous parlez, il faudrait le décrire un peu plus, parce que c'est pas un consommateur. Entre la figure du consommateur et l'usager dont vous parlez, il y a quelque chose à penser, il y a quelque chose à réviser. C'est en ce sens-là qu'on est très loin du premier, quoi. C'est plus la matière. Et en même temps, l'usager n'est pas censé être le sachant. Le designer, pour ma part, a un certain savoir. Bien c'est sûr. Pas l'usager qui Ah oui, non, mais... Donc de demander à l'usager, vous savez, dites-le-moi, il faut qu'on inverse les rôles. Non, mais c'est alors peut-être que c'est dans ma manière de m'exprimer que
que je n'ai pas formulé les choses comme il fallait, mais c'est pas forcément demander à l'usager d'être en gros l'expert et celui qui va apporter une forme de savoir. C'est justement jouer sur la collaboration entre à la fois le designer qui initie le projet, la personne qui va, donc l'usager effectivement, qui va choisir de se prêter à ce projet, et puis après toutes les personnes, des artisans effectivement, puisque dans le travail de ce cadre en bois, ça interroge aussi toutes les pratiques classiques dites artisanales qui sont aussi remises en cause par ces nouveaux moyens numériques. Et donc on est vraiment sur l'idée d'une collaboration. Alors on peut peut-être pas parler d'égalité, mais en tout cas, chacun apporte son savoir. Voilà. Quel est le modèle économique de cette idée? Comment il fonctionne? Je n'arrive pas à saisir comment... Alors, il fonctionne vraiment en termes de partenariat, et c'est une équipe qui est assez jeune, donc qui vient vraiment de se lancer, donc c'est plus un design qui peut être plus qualifié de design de recherche que pour l'instant un modèle économique qui va être réellement viable. C'est interroger en quelque sorte et proposer des scénarios pour voir comment on peut développer cette dimension. Et à votre avis, c'est intéressant d'avoir une pratique qui n'est pas réalisable à long terme ou alors, on ne sait pas pour l'instant si c'est pas réalisable à long terme finalement, puisque c'est une pratique qui est en pleine expérimentation. Donc pour moi, oui, c'est intéressant dès lors où ça nous propose en quelque sorte un regard différent et où justement on a une forme de déconnexion par rapport à l'idée entre guillemets classique qu'on peut se faire de la pratique du designer. Voilà. Et justement, excusez-moi, bonjour. Par rapport à cette question d'usager, dans le cadre des exemples que vous venez de citer, est-ce que l'on sait qui a collaboré, dans quel nombre, et quelle typologie de public a participé à ces projets par exemple? Alors, pour avoir donc réalisé des entretiens avec donc les acteurs du studio Redoux, alors au niveau du nombre de personnes, c'est vrai qu'on est sur des ateliers de personnes qui ne sont pas forcément, on pourrait parler en termes de workshop peut-être, on est sur une vingtaine de personnes par exemple qui participent à ces ateliers, et on est plutôt sur quand même une population assez jeune, je dirais. Voilà. Enfin, alors, j'ai pas demandé véritablement de tranche d'âge, mais je dirais entre 20 et 50 ans. Voilà. Et est-ce que dans leur manière de conduire ces projets, ils vous ont fait part de pédagogie spécifique ou de façon de mener cette collaboration particulière? Eh bien justement, ça restait finalement, il n'y a pas vraiment de méthodologie, mais plutôt d'appréhension assez spontanée par rapport au public auquel ils vont être confrontés. Donc c'est ça que je trouvais assez intéressant, c'est que finalement le designer est là, mais pas en tant que tout-puissant, même si effectivement il a un savoir. Mais justement, oui. Comment est-ce qu'il procède pour qu'il y ait collaboration, co-construction? Alors pour qu'il y ait collaboration, en fait, visiblement le projet est amorcé en termes de présentation, le fait que finalement on va pouvoir réaliser son propre modèle de vélo. Et le projet est amorcé comme ça, donc selon les envies finalement de l'usager. Je ne sais pas, qui va choisir par exemple un cadre avec un matériel spécifique. Et justement, qui a enclenché cette idée de vélo par exemple? Est-ce que c'est un usager ou est-ce que c'est le designer? Non, c'est le designer. C'est le designer. Oui, oui. Ah oui, bien sûr. Là, après, on pourrait. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a eu l'évaluation auprès des participants? Est-ce qu'on a évalué l'évaluation? Alors, je n'ai pas posé la question. Je ne sais pas s'il y a eu une évaluation par rapport aux participants, à savoir effectivement comment ils avaient pu ressentir. Donc, ce serait à creuser. Et enfin, excusez-moi, est-ce que vous auriez des exemples de ce type
qui auraient été faites avec des publics du secteur social. Merci. Avec des publics du secteur social. Alors j'ai un exemple qui est très ancré dans mon terroir, puisque mais vous devez le savoir ici, puisque je crois que ça a été fait en collaboration avec Valenciennes, d'une collaboration des étudiants de l'école de Nancy avec les compagnons d'Emmaüs, qui se sont donc confrontés, qui sont allés à la rencontre des personnes qui travaillent à Emmaüs et qui ont essayé de voir comment on pouvait justement initier des pratiques novatrices, réutiliser du mobilier qui n'était pas forcément qu'on pouvait avoir en grande quantité sur place. Donc, par exemple, je pense à des étudiants qui ont travaillé à partir de sommiers métalliques et de lattes de bois. Et actuellement, il y a un projet en cours donc avec un centre spécialisé dans les maladies d'Huntington, où là, effectivement, il y a une demande de la part du centre donc de faire intervenir des étudiants sur place. Donc effectivement, c'est un cadre scolaire du microcosme de l'école, mais en tout cas que je trouve très intéressant parce que ça pose tout un tas de problèmes, d'approche, que ce soit de la part des étudiants qui vont quand même pénétrer dans un univers très particulier, et puis aussi du personnel médical qui doit un petit peu se familiariser avec ce que c'est que la pratique du design. Voilà, des exemples que je peux vous donner. Ok.